Milos Forman réalise en 1999 un film, un biopic, sur un homme qui en France n'a jamais vraiment été connu, au contraire des États-Unis. Anti-comique, incarné dans le film par l'incroyable Jim Carrey, déjà star internationale à l'époque, Andy Kaufman, The Foreign Man, Tony Clifton, habillé en Elvis ou faisant du catch, nous est présenté dans un film reconnu encore aujourd'hui comme une œuvre majeure du 7e art. Adulé par beaucoup, incompris et souvent méprisé par certains, Man on the Moon, comme Andy Kaufman, ne laisse en tout cas pas de marbre. Si l'envie de rire ou de s'indigner est forte, il est néanmoins important de comprendre le mythe derrière le personnage complexe que fut Andy, l'incroyable connexion qui s'est effectuée avec son interprète, et cela aboutissant sur un film qui nous provoque 1000 réactions. Comment l'humour détruit l'humour, il était une fois Andy Kaufman, il était une fois Man on the Moon. My turn in this friendly world, with each night so full of dreams. Why should any heart be afraid? The world is such a wonderful place to wander through when you've got someone you love. Okay, now take every second word with the sky full of stars and the river full of song. Il est tout d'abord important de connaître le personnage d'Andy Kaufman que beaucoup de Français ont connu grâce au film de Milos Forman. C'est un personnage vraiment difficile à cerner car presque personne n'a jamais vu le vrai Andy Kaufman. Mais beaucoup ont essayé d'analyser son impact dans le monde de la comédie et son intention dans ce dernier. Né le 17 janvier 1949 à New York, Andy Kaufman commence déjà à 7 ans à se produire en spectacle, car dès son plus jeune âge, c'est ce qu'il veut faire. Mais il n'est pas un humoriste, même si sa page Wikipédia nous dira le contraire. Il ne s'est jamais considéré comme tel, et c'en est même l'opposé. Il essaye de montrer que l'humour peut ne pas faire rire, et que les choses sont bien plus drôles sans qu'il y ait de tentative d'humour. En fait, il produit une sorte d'anti-humour. Il dira dans un article du New York Times qu'il sait juste manipuler les réactions des gens, qu'il n'a jamais fait de blagues et qu'il n'essaye pas d'être drôle, mais simplement de jouer avec la tête des gens. Ses premières apparitions télé datent de 1975 alors qu'il a 26 ans. Il se produit avec son sketch bien connu du Mighty Mouse. Mais avant cela, Andy commence les spectacles lors de l'explosion des stand-up aux États-Unis. C'est là où les gens s'intéressaient à l'aspect un peu naturel des comiques de club, sans maquillage, qui parlent un peu de choses de société ou de choses personnelles. Et c'est comme ça que commence Andy. Mais le public n'est pas réceptif à ce qu'il fait, au contraire des comédiens de stand-up, il ne se montre pas lui. Il joue un rôle, ce qu'il fera la plupart du temps dans sa vie. Le premier personnage qu'il s'est créé, ce fut à l'époque The Foreign Man, donc l'étranger, où il se donnait en spectacle, ratant des blagues peu drôles, en oubliant la fin, toujours avec une voix aiguë et un peu stupide, et bien sûr, il faisait des imitations ratées de gens célèbres, bien que la dernière imitation qu'il faisait à chaque fois, celle d'Elvis, fit rire les gens et reste aujourd'hui bien célèbre. Elvis lui-même a avoué qu'elle était son imitation de lui qu'il préférait. Selon Jim Carrey, l'étranger était aussi un appel qu'Andy faisait à son père pour qu'il l'aime et l'accepte. La veste qu'il portait dans ses shows était justement celle de son père. You think that going to the kitchen make me the food? Everybody's so stupid. I don't like nobody so stupid. Thank you very much. L'étranger est surtout étranger à l'humour. Andy a essayé de montrer aux gens qu'ils n'ont pas forcément besoin d'humour, mais ils ont besoin de magie. Ce qui fascine les gens, ce n'est pas l'imitation en elle-même, c'est cette voix inconnue qui sort du corps et cette absurdité. Il confronte le public à la déception d'une imitation ratée, et plus les imitations sont ratées, plus la dernière, celle d'Elvis, paraît géniale. Et c'est finalement grâce à tout ça qu'Andy se verra obligé de jouer un rôle dans la sitcom Taxi, interprétant Laka de 78 à 83. Oh, Louis, hello. You're just the man I'm looking for. Il fut connu grâce à ce rôle, et beaucoup, lors de ses spectacles, voulaient qu'il joue le personnage. Mais Andy, et c'est bien montré dans le film de Forman, détestait les sitcoms et ses rires enregistrés.
S'il le fit, continuant à côté à travailler comme serveur, ce fut pour monter sa propre émission nommée Andy Funhouse, qui ne verra jamais le jour à la télévision. Cette émission devait être avec son alter ego, Tony Clifton, deuxième personnage que s'est inventé Kaufman, un espèce de chanteur de Las Vegas, grossier, prétentieux et raté, bien qu'il ait toujours nié que c'était lui sous les traits de Clifton. I have no idea. I don't hardly know him. Sure. All I've done is talk to him a few times, hello, goodbye, when he works with me, and that's it. Ainsi, tous ces masques ont fait que le public s'est toujours demandé qui était vraiment Andy Kaufman. Et c'est quelque chose qu'on peut un peu rattacher aux acteurs et leur rôle, qui sont vraiment les acteurs derrière leur personnage, et est-ce vraiment sain d'idolâtrer l'inconnu ? Mais plus que ça, le mystère qui plane encore aujourd'hui autour de lui fut presque pour le public une source d'intérêt plus grande. Mais cela a presque dégénéré lorsqu'Andy s'est mis à faire du catch mixte, défiant toute femme de le battre et se présentant dans un nouveau rôle sous les traits d'un parfait misogyne, fils à papa, venant d'Hollywood et complètement odieux. Il provoque le public féminin de plus en plus férocement, se livrant à du catch à la télévision et disant qu'il verserait 1000 $ à celle qui le battrait, puis plus tard qu'il l'épouserait et se raserait la tête, ce qui n'arrivera jamais. Ceci donna lieu à une fausse confrontation entre Andy et Lawler, un champion de catch, qui lui brisa le cou. C'est Jim Carrey, lui-même, 10 ans après la mort de Kaufman en 1995 dans un documentaire nommé A Comedy Salute to Andy Kaufman, qui révéla que tout n'était qu'une mise en scène. N'empêche qu'Andy a rendu le catch bien plus populaire qu'il ne l'était avant aux États-Unis. Il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Andy Kaufman. I am sorry to use those words on television. I apologize to all my fans. I'm sorry. But you're a fucking asshole! A fucking asshole! You hear me? A fucking asshole! Et ces histoires de catch séparèrent vraiment le public en deux. Ceux qui détestent vraiment Andy Kaufman, disant que c'est un imbécile et un misogyne, et ceux qui pensent que c'est un génie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais été vraiment lui dans tous ses rôles. Alors, qui est-il vraiment ? Le mystère reste encore entier. Dans le magazine Rockyrama, sur les comédies US, on relève une citation de la fin d'Andy Funhouse, sa fameuse émission jamais diffusée, où Andy dit à un pantin « Même si je vois les ficelles qui agitent tes bras et que je sais qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, pour moi tu es tout aussi réel que n'importe qui d'autre dans cette émission. » Et l'auteur de l'article, pas comme Tielman, met en avant la critique qu'Andy peut faire des stars tirées par les ficelles, et il met aussi en avant la puissance qui peut unir Kaufman aux marionnettes et leur dimension surnaturelle, presque magique. L'innocence derrière le pantin, et la façon dont Andy le regarde presque admirative, est décrite ici comme peut-être l'un des rares moments où l'on pouvait vraiment voir Andy Kaufman, dans sa vraie nature. Mais Andy Kaufman mourut assez jeune, à 35 ans exactement, d'un cancer du poumon, le 16 mai 1984. Étant donné son amour pour les canulars et le fait qu'il ait souvent dit qu'il voulait simuler sa propre mort, eh bien beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'il n'est pas vraiment mort et qu'il peut réapparaître d'une seconde à l'autre. Le film Man on the Moon laisse d'ailleurs cette ambiguïté. Son frère Michael et son meilleur ami Bob Zmuda sont eux persuadés qu'il n'est pas mort à l'époque. Par contre, Bob Zmuda aurait dit que s'il n'était pas mort effectivement à l'époque, il était mort de quelque chose d'autre depuis. Donc, vous l'aurez compris si vous ne l'avez pas vu, Man on the Moon, c'est un film qui raconte la vie d'Andy Kaufman, qui est dedans interprété par l'incroyable Jim Carrey. Il est sorti en 1999 et est l'un des derniers films de Milos Forman. En 1998, Jim Carrey est déjà une star car il a déjà joué dans The Mask, Ace Ventura, Dumb and Dumber et même The Truman Show. En apprenant que Milos Forman, réalisateur mondialement connu pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, Amadeus et j'en passe, veut réaliser un biopic sur Andy Kaufman, réel idole pour l'acteur, il demande le rôle. Malheureusement, il n'est pas le premier choix du réalisateur, contre toute attente, et Jim devra alors enregistrer une démo où il reproduira le sketch d'Andy, The Mighty Mouse, pour finalement être choisi. Nommé Man on the Moon, en référence à la chanson du groupe R.E.M. parlant d'Andy Kaufman, le film reprend de nombreux acteurs ayant vraiment joué ou eu un impact dans la vie d'Andy Kaufman, comme Danny DeVito, qui interprétera son propre rôle, à la fois dans la série Taxi, et comme proche d'Andy, ou bien le catcheur Jerry Lawler. Ainsi, Jim a pu recueillir les témoignages de tous sur leur version d'Andy, et a donc pu l'interpréter à partir de ça. Tous, à l'exception de Jerry Lawler,
furent bluffés par la prestation de Jim, bien que trouvant étrange d'être à nouveau en contact avec une figure qu'ils avaient vraiment connue. Oui, parce que l'ancien catcheur n'appréciait pas vraiment les méthodes de Jim Carrey. Dès qu'il arrivait sur le plateau, Jim, dans son personnage d'Andy, le sommait de partir, lui disant qu'il n'était pas à sa place ici, il faisait bouger sa caravane et ils se sont même battus dans les studios. Cela vient du fait que Jim se prenait vraiment pour Andy ou Tony sur le plateau. Il voulait qu'on l'appelle Andy, Milos Forman devait le forcer à passer au maquillage par exemple, et le supplier de jouer des scènes comme lui les avait imaginées, et pas comme Andy, pensait qu'elles seraient bien. Le réalisateur déclara d'ailleurs que cette situation fut assez frustrante. Tout cela est d'ailleurs allé assez loin vu que Jim, Anthony Clifton, est allé dans les bureaux de Spielberg à Universal afin de lui dire que ses films n'avaient pas besoin de plaire au public et qu'il n'avait jamais fait un meilleur film que Les Dents de la Mer. Après 2 semaines de tournage dans cette situation, Milos Forman, à bout, finit par appeler Jim Carrey pour lui dire qu'il n'en peut plus. Il lui dit qu'il n'a jamais eu affaire à quelqu'un comme Andy et qu'il n'a jamais été aussi impressionné par quelqu'un que par Tony Clifton. Et là, Jim Carrey répond que ils peuvent toujours les virer et que lui peut faire une imitation des deux vu qu'il est assez bon en imitation. Et après quelques secondes de silence, Milos Forman finit par dire que non, on va continuer comme ça et c'est mieux comme ça. N'empêche que lorsqu'on regarde les images de tournage, notamment dans le documentaire Jim et Andy, dont on reparlera tout à l'heure, il est assez bizarre de constater le lien qui unissait Jim en Andy avec la vraie famille d'Andy, vu que ces derniers le considéraient vraiment comme le vrai Andy durant le tournage. Mais il n'a pas vraiment agi comme Andy agissait avec Jerry Lawler durant le tournage, comme dit précédemment. Selon le catcheur, Andy était toujours très respectueux envers lui et ne l'a jamais poussé à bout comme le faisait Jim Carrey. Et c'est intéressant car Jim Carrey, qui dira avoir reçu la visite d'Andy durant le tournage, qui aurait pris possession de lui, oui rien que ça, avait comme démarche de ne pas interpréter Andy comme il l'était à l'époque, mais de l'interpréter comme si Andy lui-même était revenu de l'au-delà pour jouer un film sur sa vie. Donc sa relation avec Lawler était selon Jim la manière dont Andy aurait procédé pour que le résultat soit plus vrai, pousser à bout l'acteur pour recréer l'intensité de la scène de catch. On peut noter d'ailleurs que durant la scène du combat de catch entre les deux, Lawler a vraiment fait finir Jim Carrey à l'hôpital. Bon, en fait, en réalité, Jim Carrey a fait semblant de se blesser et a fait exactement la même chose qu'Andy Kaufman à l'époque, et du coup, il a été emmené à l'hôpital absolument pour rien. Le souci, c'est que Jim Carrey, c'est pas Andy Kaufman, et du coup, c'est pas la même réputation. Donc, à l'époque, Jerry Lawler s'est fait descendre par absolument tous les médias et tous les gens, il s'est fait jeter des œufs dans la rue, etc. parce que tout le monde pensait qu'il avait fait du mal à Jim Carrey. Oui, parce que Jim Carrey et Andy Kaufman, même s'ils se ressemblent beaucoup, ils sont quand même différents. Et on va voir ça un petit peu dans la dernière partie. En 2017, donc presque 20 ans après la sortie du film, Jim Carrey et Chris Smith sortent sur Netflix un documentaire nommé Jim et Andy. Le documentaire sert à la fois de making-of pour le film, mais aborde évidemment aussi le lien entre Andy Kaufman et Jim Carrey et la façon dont l'acteur va aborder ce rôle. Et ce documentaire est une occasion innée d'aborder la question de l'acteur et son rôle, et le lien ici très fort qu'il y a eu entre les deux. Car oui, Jim Carrey, comme dit précédemment, eut durant le tournage un lien très étrange avec son personnage, au point de l'incarner même en dehors des scènes, bien qu'il dira plus être possédé par lui, chose qu'il trouva assez libérateur en réalité. Ainsi, il se révélera ingérable, venant Anthony Clifton aux réunions ou dans les studios, et reproduisant certains de ses sketchs avec Bob Zmuda. Odieux avec l'équipe, réalisateur comme technicien, le making-of du film ne fut jamais dévoilé par Universal, de peur que Jim Carrey ne soit vu comme un parfait connard. C'est ainsi que ressortiront ces images dans le documentaire, cela commenté et raconté par un Jim Carrey de 2017. Nommé The Great Beyond en anglais, le titre fait référence, encore une fois, à une chanson de R.E.M., histoire de boucler la boucle des chansons du groupe. Jim nous dévoile ainsi sa vision d'Andy, durant plus d'1 heure, qu'il perçoit lui comme quelqu'un d'infiniment innocent et gentil. Simplement, il avait selon lui besoin d'intriguer les gens, et surtout il avait besoin d'être spécial. Ainsi, pour lui, personne ne pouvait l'incarner mieux que lui, car il comprenait parfaitement ce qu'il vivait. Il avait lui aussi fait des spectacles contre le mur dans sa chambre, et lui aussi avait fait des imitations au début de sa carrière. On a dit que Jim Carrey trouvait ça très libérateur de pouvoir être quelqu'un d'autre, et ici donc d'être Tony Clifton. Justement, à une séance de projection avec l'équipe, Jim Carrey, Tony donc, finit par quitter la salle au bout de 2 minutes, disant que Jim Carrey gâche tout et qu'il en fait trop.
Jim Carrey veut être apprécié, il est son propre ennemi, c'est un lâche. Voilà ce que Tony, donc en réalité Jim Carrey lui-même, dira sur Jim Carrey. C'est vraiment là qu'on voit qu'il y a une sorte de possession, ou du moins un délire d'appropriation de la personnalité de l'autre. C'est vrai que quand Jim Carrey dit qu'il a été possédé par Andy Kaufman, on a tendance à rigoler un peu et à se dire oui, il l'a un peu fumé. Mais en fait, la possession, qui est une manière plus traditionnelle dans certaines cultures de voir les choses, ne vaut pas moins que la psychologie. Mais si vous préférez, en psychologie, comme je l'ai dit, on dira délire d'appropriation de la personnalité de l'autre. Ici, c'est fou de voir comment Tony, donc Jim, dit des choses sur lui-même que l'acteur approuvera seulement 20 ans plus tard. Et donc comment Jim Carrey a pu être autocritique et se libérer un peu de ce qu'il pensait au plus profond de lui en étant quelqu'un d'autre. C'est une chose qui est follement bien représentée dans Man on the Moon, qui est en fait peut-être l'un des plus beaux biopics du cinéma, ce lien entre l'acteur et son personnage. Jim dira qu'on apprend beaucoup de soi en travaillant un rôle, surtout lors des improvisations, car dès qu'on rajoute quelque chose au personnage, on peut se demander d'où vient cette chose. Est-ce représentatif de moi? Pourquoi j'ai voulu dire ça? Anthony, il pourra dire des choses qu'il pense sur lui-même sans pouvoir le dire lui-même car bloqué dans son inconscient. Donc, film provocateur comme le personnage qu'il dépeint, Jim Carrey est-il un énorme connard au même titre qu'Andy Kaufman pour certaines personnes si Andy Kaufman a vraiment été un énorme connard? Eh ben, c'est une bonne question. Man on the Moon est objectivement un très bon film, normal quand on voit le réalisateur et les acteurs, vous me direz, mais soit. Plus que ça, le film est vraiment intéressant dans sa globalité, on a essayé un peu de le résumer ici, car il y a une réelle réflexion sur l'acting, l'humour et la célébrité. Pris dans son ensemble, sans juste s'arrêter au simple visionnage du film, je pense que ce film est un très grand film. Un film qui raconte l'histoire d'un grand homme et qui je pense a été une horreur à tourner. Donc j'espère que si vous ne l'avez pas vu, ça vous donnera envie de le regarder. Dans Jim et Andy, Jim Carrey évoque le fait qu'il aurait aimé que les images de tournage aient fait partie du film car beaucoup pensaient que le film se passait en réalité derrière la caméra. Andy Kaufman adorait provoquer. Il a créé de multiples personnages et le sien d'abord. Son Thank you very much en est l'une des preuves, resté l'une des phrases les plus célèbres d'Andy, et comme disent certains, sa marque de fabrique. Jim Carrey pensait que c'était ça qui avait vraiment tué Andy Kaufman. Ou s'il n'était pas mort à ce moment-là, c'est cela qui l'a fait disparaître en tout cas. Si on n'a jamais connu le vrai Andy Kaufman, c'est peut-être parce que, comme beaucoup de personnalités, à force de se créer, il a perdu ce qu'il était à la base. Conclure tout ça avec la phrase de Jim Carrey me semble approprié. Quand on se crée soi-même pour réussir, à un moment donné, soit on doit lâcher prise de cette création et prendre le risque d'être détesté ou haï pour qui on est vraiment, soit il faut tuer qui on est vraiment en s'accrochant à un personnage qu'on n'a jamais été.